BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end sur 01 TV bien sûr, sur les box, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV. Merci d'être là. Et puis un salut aussi à tous ceux qui nous retrouvent sur BFM Business à la radio et à la télé le dimanche matin. Avec au menu de ce De quoi je me mêle, eh bien tout à l'heure, on s'intéressera au marché de la télévision avec le géant Samsung. Alexis Rollin, qui est le monsieur télé de Samsung France, sera mon invité. On reviendra sur ce qui s'est passé durant cette pandémie dans le domaine du marché de la télé, de la pénurie de composants. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Est-ce que Samsung est impacté ? Quelles sont les nouveautés aussi ? Est-ce qu'une télé consomme beaucoup d'énergie ? On verra que Samsung essaie d'être assez pushy dans ce domaine. Ça sera donc la deuxième partie de quoi je me mêle. Et puis je vous rappelle que toujours, vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter et nous rejoindre sur la page Facebook. Et merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour commencer. Et c'est avec Raphaël Grabli cette semaine. Salut Raphaël, journaliste à BFM Tech. Et grâce à Raphaël et à son expertise, les amis, vous saurez tous sur l'actu de cette semaine, en tout cas ce qu'il faut retenir dans l'actu. Et on va commencer par le chinois Xiaomi qui a fait une conférence de presse fleuve qui a duré 4 heures, en tout cas 2 fois 2 heures. En deux parties. En deux parties. Comme le dernier Harry Potter, quoi. C'est tellement long que ça... C'est ça. Je ne sais pas si c'était aussi intéressant, enfin en tout cas pour les fans peut-être. Hein. Franchement, oui. Enfin, oui, c'était intéressant. Pour tout dire, j'ai jamais vu Harry Potter. Mais on l'a trouvé, il est là. Celui qui n'a jamais vu Harry Potter est là. Je sais qu'il y a Pierre Thiolin qui va me tuer. Voilà, qui est réalisateur. Voilà. Donc il ne faudrait pas qu'on vous spoil en fait. Voilà. On vous dit que tout le monde meurt à la fin. Quoi. Voilà, exactement. Mais oui, non, Xiaomi, moi j'ai trouvé ça passionnant, franchement, vraiment très intéressant, énormément de choses. En fait, ils ont fait durer 4 heures, mais c'était pas pour rien, c'était pas du bullshit, oui, franchement. C'était pas du remplissage. Non, clairement pas. Il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. 2 choses. Alors évidemment, on peut parler rapidement de la voiture électrique parce que ça c'est complètement nouveau chez Xiaomi. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus waouh, on va dire. Alors c'est ce qu'il y a de plus waouh et c'est ce qu'il y a de plus waouh en termes financiers parce que c'est 10 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, ça dépend à qui on compare, mais enfin, c'est quand même une somme énorme. Et ça montre l'appétit déjà du marché chinois pour l'électrique, parce que on parle de la pollution, mais la pollution, elle se fait beaucoup en Chine, et les Chinois sont les premiers à vouloir des voitures électriques. Et le gouvernement est très, on va dire, très vindicatif contre ça. Vous savez que là-bas, on plaisante pas. Hein. Quand on décide, quand on met en place une loi, il faut la respecter. C'est un gouvernement, c'est le Parti communiste, bien mais sûr. Qui est un côté libéral maintenant, mais enfin qui planifie les choses. Voilà. Il y a un vrai plan, et le plan, c'est de dire... Voilà. Il faut être discipliné aussi. Exactement, mais derrière, l'État met les moyens, des ambitions, et donc Xiaomi va investir 10 milliards dans l'électrique. Alors, c'est assez flou, on ne sait pas complètement comment on va travailler avec Xiaomi, parce que Xiaomi travaille souvent avec des partenaires, notamment sur les différents produits de son écosystème. Donc la question, c'est avec qui exactement il va s'allier pour produire un véhicule électrique. Et puis oui, fabriquer une voiture, Raphaël, c'est pas comme fabriquer un smartphone. Ça demande une expertise. Sur les batteries, déjà. Un savoir-faire aussi. Enfin, on le voit. Mais Tesla a mis des années avant d'arriver. Oui, mais après, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'en Chine, dans l'écosystème chinois, il y a matière il y a évidemment tout ce qu'il faut en termes de technologie. La question, c'est au niveau des alliances. Et moi, la question que je me pose, c'est pour qui ? Est-ce que c'est avant tout pour le marché chinois, ce qui est déjà une ambition énorme, ou est-ce que c'est carrément pour sortir du marché chinois ? Pour le monde entier. Pour le monde entier. Mais ça, c'est intéressant parce que je trouve que ça montre, à mon avis, que derrière, le gouvernement met le paquet aussi sur Xiaomi. Et on va du coup, je pense, embrayer aussi sur les smartphones, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de smartphones. Alors, juste un mot sur l'automobile, après on refermera. C'est vrai que le patron de Xiaomi est fan d'Apple, mais fan de Tesla. D'ailleurs, il s'en cache pas. Hein. Oui. Il a dit, nous, on veut faire aussi bien que Tesla, voire mieux, hein, en gros, en résumé. Donc, alors, on l'a souvent comparé au Steve Jobs chinois. Mais c'est intéressant qu'il a... En fait, ils sont complètement décomplexés par rapport à la concurrence. Mais ils ont de quoi, les Chinois et Xiaomi. Ils ont de quoi, parce qu'évidemment, le marché chinois, en matière de technologie,
technologie n'est plus du tout ce que c'était, Oui. ne serait-ce qu'il y a 5 à 10 ans. Non, mais on verrait mal, par exemple, le patron de Samsung dire « Waouh, ce qu'a fait Sony, c'est génial, on va faire aussi bien ou Oui, mieux. » mais C'est parce ça qui est dingue. Parce qu'ils savent que derrière, en financement, ils sont entre guillemets no limites. C'est-à-dire oui. qu'ils ont des appuis de l'État en dizaines, voire centaines de milliards, l'équivalent de milliards de dollars. Et donc, ils savent que si le gouvernement veut y aller, ils mettront les moyens pour y aller et ils réussiront. Ça, c'est une évidence. En plus, ils sont sortis de cette fameuse liste noire américaine, donc j'imagine que c'est quand même une sacrée bouffée d'oxygène. C'est pour là où je Xiaomi, voulais en venir aussi, mais on peut parler de la voiture, Oui, des bien smartphones, sûr. mais de façon générale, moi, c'est sur Xiaomi. Je trouve que c'est intéressant parce que, évidemment, jusque-là, c'était plutôt Huawei qui était mis en avant par le gouvernement, sauf que Huawei, qui est acteur dans les antennes 5G, s'est fait mettre sur une liste noire, ce qui a impacté très lourdement ses autres activités, notamment celle du mobile, puisqu'ils n'ont plus de Google. Et la question que je me pose, mais là c'est vraiment une hypothèse, mais c'est est-ce que le gouvernement chinois n'essaierait pas de dire notre nouveau chevalier, notre poulain pour conquérir le monde, finalement, est-ce qu'on ne va pas plutôt miser sur Xiaomi, qui entre guillemets est dans une position plus favorable, qui n'a pas ce problème d'infrastructure, de présence dans les infrastructures 5G, et qui va finalement produire des produits B2C, beaucoup de produits B2C, parce que ces 4 heures, c'était quand même quasiment que du B2C, et donc qui va pouvoir peut-être un peu conquérir le monde. Et donc, on a l'impression qu'ils ont changé un peu de fusil d'épaule, ce qui est assez pragmatique, et ce qu'on voit d'ailleurs, alors il y a les conséquences négatives sur Huawei, puisque les ventes de smartphones ont reculé, mais Xiaomi, qui est quand même passé 3e vendeur de smartphones au monde, au 4e trimestre. Et qui est en train de remplacer tranquillement Huawei au niveau complètement mondial. De remplacer Huawei avec Oppo. Mais enfin, Autre chinois, évidemment, mais enfin, si on regarde les chiffres, on va dire corrélation n'est pas causalité, mais Huawei, je crois que c'était moins 30% de ventes de smartphones sur le dernier trimestre 2020, et Xiaomi c'est plus 20 et Oppo plus 10, donc on s'y retrouve un peu. Alors évidemment, il y a sûrement il y a des vases communicants, et à mon avis ça va aussi peut-être un peu chez Samsung, peut-être dans une moindre mesure chez Apple, mais clairement on voit cette évolution vers Xiaomi, et Xiaomi qui prend, entre guillemets, j'ai envie de dire, ses responsabilités, parce que il faut dire quand même ce qui est, jusqu'à maintenant, Xiaomi en Occident, c'est quand même du smartphone pas cher, sur lequel Xiaomi ne gagne pas d'argent. Ils ont zéro marge sur ces... Donc on parle des Redmi qui cartonnent. Avec d'excellents rapports qualité-prix. Le meilleur, franchement, le meilleur. Mais qui est aujourd'hui vendu chez les opérateurs, qui est bien implanté, mais qui a quand même cette image de smartphone de bon rapport qualité-prix, mais pas de leader en termes de technologie, ce qu'avait réussi à faire Huawei en très peu de temps, en 4-5 ans. Je veux dire, Huawei, il y a 5 ans, c'était du smartphone en marque blanche pour Bouygues Telecom. Et là, Huawei, personne ne dit que c'est pas un leader technologique. Et donc, je pense que Xiaomi va prendre le même chemin. Et on le voit avec, par exemple, moi, ce qui m'a marqué, mais pas que moi, c'est le Mi 11 Ultra. Qui est super ultra haut de gamme. Voilà, qui est le super haut de gamme. C'est-à-dire que depuis 2 ans, il s'était vraiment mis à hauteur. Alors, il y avait les Mi, Mi 7, Mi 8, etc., qui étaient le flagship killer. Mais là, il passe dans le supra haut de gamme. Avec des ambitions pour concurrencer les meilleurs smartphones au monde. Ah oui, complètement. En termes de spec, notamment, c'est concurrencer Samsung. C'est difficile de dire Apple parce que Apple ne joue pas sur ce terrain du toujours plus en termes de spec et d'offres technologiques. Il n'y a pas de surenchère technologique. Il n'y a pas de surenchère technologique chez Apple. C'est on prend ce qui marche parfaitement et on l'intègre et puis ça va à tout le monde. Ça fait une homogénéité. Ça fait une homogénéité. Mais du coup, moi, ça me fait plutôt penser à Samsung. Clairement, je pense qu'il s'attaque principalement à Samsung. Notamment, on voit au niveau de la photo. Avec un capteur Samsung à l'intérieur. Avec un capteur photo Samsung qui est le principal, exactement. Il y a 2 Sony et un Samsung, mais c'est pas anodin non plus. Avec du, alors je sais pas si pour celui-là, mais parce qu'ils ont annoncé aussi le Mi Mix pliant avec du Harman Kardon dedans. C'est pas anodin non, qui appartient à Samsung. Qui appartient à Samsung et aussi. Qui ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau au Galaxy Fold. C'est quasiment le même. Et ce Ultra est étonnant parce qu'il a un petit écran à l'arrière. Alors oui, alors ça c'est le côté un peu gadget. Mais moi, ce que j'aime bien avec les fabricants chinois, c'est comme ils ont une gamme qui est en général assez étendue, ils n'ont pas peur de tester des petits gadgets. Et c'est vrai que cet écran à l'arrière, alors qui ne sert pas à grand-chose, enfin, afficher l'heure, on peut faire un selfie forcément. On fait un selfie avec le meilleur capteur. Avec le meilleur capteur, c'est l'intérêt. Il ne faut pas prendre le grand angle parce que sinon, on va avoir une tête un peu déformée. Donc, du coup, il faut le tenir aussi très loin. Donc, ce n'est pas forcément pratique. Il faut avoir le bras long. Il faut avoir le bras très long. Mais non, mais c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les specs techniques. Et en fait, la vraie question, et là, je pense notamment à notre ami Adrien Branco qui va sûrement y répondre sur 01net, c'est la qualité photo. Et là, clairement, il mise sur faire aussi bien que Huawei.
pour remplacer Huawei en étant le principal adversaire de Samsung. Or, Samsung, sur le très haut de gamme, c'est le seul Huawei mis à part sur le marché Android à vendre du smartphone à 1200 €. Là, ça va être du smartphone à 1200 €. C'est clair. On n'a pas encore la date de sortie en France, mais clairement, pour moi, c'est une attaque directe vis-à-vis de Samsung et c'est bien, je trouve, parce que on est tous très tristes que, en tant que technophile, en dehors des considérations politiques, que Huawei ne puisse plus s'exprimer en France, parce que évidemment les smartphones Huawei sont absolument magnifiques, mais inutilisables. Mais inutilisables. Et moi, je suis très content qu'on ait de nouveau de l'innovation en concurrence et que ça va stimuler en fait le marché du smartphone. Ça, c'est clair. Le marché du smartphone et notamment Samsung, qui en avait un peu besoin aussi, peut-être ces derniers temps. On enchaîne avec un autre sujet. Vous savez que Clubhouse, on en parle de temps en temps dans De quoi je mêle, commence vraiment à cartonner. Alors auprès d'une communauté, on va dire, d'utilisateurs d'iPhone, il faut être parrainé, etc. Mais on voit que la plupart des décideurs aujourd'hui y sont, et c'est important de séduire les décideurs. Et ce système de, on va dire, excusez-moi, je perds ma voix, ça arrive de temps en temps. Ce système de réseau social vocal inspire tous les autres concurrents. C'est ça qui est intéressant, Raphaël. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde lance son Clubhouse. C'est un peu comme tout le monde fait ses stories. Il y a les stories qui sont arrivées partout. Alors, évidemment, Instagram, ça c'est plutôt logique, mais sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Et donc là, on a l'impression qu'il se repasse exactement la même chose avec Clubhouse. Après, c'est quand même le signe que c'est une application qui n'est pas très difficile à répliquer. Non. Parce que finalement, les stories, ça a mis un peu de temps pour arriver quand même. Ça demande beaucoup de boulot parce qu'il y a une interface à mettre en place. Bien sûr, les filtres. Enfin, les filtres, il y a beaucoup de boulot pour les stories. Clubhouse, c'est quand même arrivé on va dire des Clubhouse copycat qui sont arrivés partout. Et moi, je trouve ça inquiétant pour Clubhouse parce qu'en fait, ça montre que techniquement, alors l'idée est excellente, c'est vrai. Cette histoire de pouvoir discuter à l'oral, en conversation multiple, mais sans que ce soit un Zoom, c'est-à-dire vraiment ouvert, et l'outil est vraiment bien fait, c'est vrai. Oui, avec en plus c'est différent. Enfin, il y a une scène virtuelle où tout le monde peut parler, et les administrateurs peuvent mettre des invités sur la scène, les autres écoutent, etc. Enfin, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est très bien fait, mais c'est très facilement réplicable. Ouais. Et puis en plus, c'est pas sur Android aujourd'hui. C'est pas sur Android, et à mon avis, c'est là. Alors oui, il y a même Spotify qui veut faire une sorte de Clubhouse aussi, mais aussi sur le sport. On peut décliner ça à l'infini. Parce que le problème de Clubhouse, c'est qu'on arrive et que si on n'a pas un rendez-vous en tête, si on se dit pas je me connecte à 18h parce qu'il y a ça, si on arrive comme ça au milieu de la journée, en général, on trouve pas grand-chose. Et puis en plus, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on revient en fait au linéaire avec Clubhouse. On revient au linéaire, c'est vrai. Alors qu'on est tous habitués maintenant au délinéarisé, où en fait on est les patrons, on écoute et on regarde ce qu'on veut, où on veut. Et bien Clubhouse, non, c'est l'inverse. C'est comme la bonne vieille télé de papa, quoi. Exactement. C'est-à-dire que si on arrive au milieu d'une discussion, on peut pas rembobiner, et si on arrive à la fin, on peut pas la réécouter parce qu'il n'y a pas de podcast. Alors justement, il n'y a pas de replay. Il y a 2 points qui sont essentiels pour le développement. C'est déjà Android, ça arrive sur Android, et ce replay, parce que finalement, parfois, on a des discussions qui sont passionnantes, on se dit, mais ça ferait un super podcast, faut le garder. Bien sûr. Et ça, c'est 2 fonctions qui vont arriver, notamment chez le concurrent Twitter, avec Spaces, qui développe Spaces, c'est le Clubhouse de Twitter, qui est déjà en bêta, moi que j'ai pu tester, qui est déjà actif chez certains sur l'appli iPhone, qui va arriver très rapidement. Je crois que la bêta Android est déjà lancée, alors que Clubhouse y parle de plusieurs mois. Et puis, ils ont déjà dit qu'il y aura une fonction aussi pour tout simplement exporter le fichier audio et l'envoyer en podcast. Et c'est pour ça que moi, je suis très content de cette appli Clubhouse, parce que je trouve que c'est très bien fait. Mais je pense, et je fais un petit pari, peut-être que je perdrai, et je saute pour Clubhouse, mais je pense que ça n'existera plus dans 3 mois. On va voir, on verra bien. Mais que l'usage ne disparaîtra pas. Oui, c'est qu'à mon avis, les autres vont s'accaparer. Et à mon avis, il y a Twitter et LinkedIn qui ont un coup à jouer. LinkedIn, parce que comme tu le disais, c'est un truc quand même un peu de dirigeant, de chef de business, et ça correspond très bien à LinkedIn, beaucoup mieux que les stories, je pense, mais aussi sur Twitter. Et il y a un truc qui me plaît beaucoup, moi, pour Twitter, c'est que Twitter, on dit souvent que c'est le réseau social un peu de la haine, parce qu'on est tous énervés sur Twitter, de l'indignation permanente. C'est le cas. Hein. Et j'ai trouvé quand même des débats sur Clubhouse où il y avait des gens qui s'opposaient frontalement sur Twitter, mais tout de suite, mais c'est la réalité, c'est comme dans la vraie vie. Dès qu'on parle, on se calme. On fait moins le malin. Et on peut avoir envie d'insulter quelqu'un sur Twitter, et quand on l'a en face de soi, on va devenir un peu pote, et puis on va dire ah ouais non mais t'es un peu. Et oui parce qu'on appelle l'hypocrisie, ça. Oui voilà, non, la nuance, parce que quand on parle, on dit beaucoup plus de choses qu'en 280 caractères, et finalement je trouve que ça peut être un bon moyen d'apaiser les choses, et donc j'espère que ça marchera bien sur Twitter. Malheureusement pour Clubhouse, j'y crois moyennement, peut-être que je me trompe totalement, mais à mon avis ça va partir sur LinkedIn et Twitter.
Tiens, notez-le sur vos tablettes si vous êtes un fan d'Apple. Ça sera le 7 juin prochain. La WWDC a été annoncée cette semaine, Raphaël. Rappelons que c'est vraiment le grand rendez-vous, la conférence des développeurs Apple. La grande conf développeurs, tous les ans, au mois de juin. Alors, il y a eu des présentations de produits pendant la WWDC, mais c'est plus le cas quand même depuis les dernières années. Alors, une nouvelle fois, la deuxième consécutive virtuelle, évidemment, à cause de pandémie. Alors, c'est vrai que cette année, on n'a pas beaucoup de fuites sur iOS 15. Évidemment, il y aura iOS 15 du coup qui sera présenté. Oui, c'est toujours l'objectif de cette WWDC, c'est de présenter en fait les pistes de travail d'Apple aux développeurs. Exactement. En fait, pour qu'ils puissent préparer les applis qui sortiront pour la première étape, c'est-à-dire le nouveau iPhone. Exactement. La conf d'ouverture qui s'adresse en fait quasiment maintenant au grand public aussi, puisque on découvre la nouvelle version d'iOS. Et puis après, ça dure quelques jours et puis il y a des dizaines et des dizaines d'ateliers pour que les développeurs puissent rencontrer les gens d'Apple et dire voilà comment vous allez utiliser cette API, comment vous allez intégrer cette fonction, échanger. Donc pour les développeurs, c'est absolument passionnant en général. Donc tout se fera en ligne. Alors, parmi les rumeurs, quand même, il y a cette histoire de réalité augmentée, réalité virtuelle. Oui, parce que sur le visuel, en fait, tous les petits personnages ont des lunettes, les Animoji. Ils ont des lunettes. Voilà, et il y a ces rumeurs quand même. Alors, moi, je suis toujours étonné de ces rumeurs de lunettes de réalité augmentée parce que... Moi, j'y crois pas du tout. Mais non, parce que moi, je vois pas l'usage. Mais après, Apple arrive à inventer des usages. C'est une des rares boîtes qui arrive à le faire, c'est inventer vraiment des usages. Mais quand même, moi, je suis comme toi, j'y crois moyennement. J'ai du mal à voir comment ça va s'intégrer dans l'écosystème Apple. Voilà. Donc, ou alors peut-être une version vraiment développeur pour du B2B, mais encore une fois, on est assez loin de l'univers d'Apple. Donc après, peut-être que simplement, ils se sont marrés, ils ont dit, il y a des rumeurs sur les lunettes, on va leur mettre des lunettes, et puis ça va faire parler des journalistes. En plus, ils n'ont pas de branche. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez, il n'y a pas de branche sur les lunettes. C'est les lunettes 2.0, et puis en plus, comme ils ont des tout petits nez, je ne sais pas du tout comment ça tient. Oui, comment ça tient? C'est accroché au niveau ils ont du front. Scotch. Voilà, mais donc a priori, les pistes quand même pour iOS 15, c'est peut-être davantage de personnalisation au niveau des widgets. Les widgets qui sont arrivés l'année dernière et qui ont cartonné. C'est vrai que les utilisateurs d'Android se sont un peu moqués parce qu'ils disent oui, nous les widgets, on connaît ça depuis longtemps. Et puis c'est vrai que pouvoir un peu personnaliser, c'est quand même pratique. La question moi que je me pose, c'est sur la vie privée. Est-ce qu'ils vont aller encore plus loin? Parce que finalement, pour moi, la fonction la plus importante, c'est pas iOS 15. Enfin, a priori, il y aura peut-être des nouveautés, mais c'est iOS 14.5 avec la fameuse notification pour ne pas être pisté au travers des applications. Et qui verrouille pas mal d'applis. Et qui verrouille notamment Facebook. Et la question, c'est comment va encore avancer Apple dans la vie privée? Parce que moi, je pense qu'ils vont évidemment continuer là-dessus. C'est leur principal... c'est leur ADN. Alors, c'est à la fois leur ADN et leur argument marketing, mais qui se trouve être, comme tu dis, dans leur ADN, puisqu'ils n'utilisent pas les données personnelles, donc ils ont tout intérêt à le faire. Mais donc la question, c'est comment est-ce qu'ils vont arriver encore à avancer sur la vie privée et aussi sur la rétrocompatibilité d'iOS. Ça, c'est intéressant. Ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Oui, qui permet d'avoir des téléphones et des iPhones qui durent des années, oui, on sont est toujours sur mis à jour. 5-6 ans, c'est-à-dire que là, l'iPhone 6S est compatible avec iOS 14. Sans doute pas iOS 15, mais non, mais du coup, on arrivera à l'iPhone 7, et personne ne fait mieux, en fait, sur le marché du smartphone, puisque sur Android, en général, c'est 2-3 ans, et on a l'exception Fairphone, mais qui propose... une mise à jour d'Android là qui vient de la proposer sur le Fairphone 2 qui est sorti il y a 5 ans, mais c'est avec Android 9, donc Android qui a 2 ans, donc c'est quand même moins bien. Un Fairphone pendant 5 ans. Donc c'est vrai que sur la durabilité il faut souhaiter quand même. Voilà, je n'osais pas le dire, mais sur la lutte contre l'obsolescence logicielle, Apple ne fait pas mieux, et donc c'est vrai que les axes d'Apple, c'est obsolescence logicielle, enfin lutte contre l'obsolescence logicielle. Et vie privée, et sûrement environnement, mais ça c'est plus pour les présentations produits. Ouais. Et puis sans doute aussi quelques petits indices concernant les nouveaux iPhones, même si on peut imaginer que le nouvel iPhone qui sortira en septembre prochain s'adaptera peut-être à la pandémie. On parle de plus en plus de ce capteur ce capteur biométrique, en tout cas d'empreinte digitale dans l'écran. Alors ça existe déjà sur Android, ça pourrait arriver sur le nouvel iPhone. C'est vrai, le retour de Touch ID avec une double identification. Exactement. Toujours Face ID. Oui.
et l'empreinte digitale. Exactement, parce que justement, on parlait d'iOS 14.5, déjà, ils vont permettre de déverrouiller, si on a une Apple Watch, donc si le smartphone détecte, si l'iPhone détecte l'Apple Watch à proximité, il déverrouille, donc ça c'est déjà pas mal, donc on n'a plus besoin du masque, mais sinon, il faut en rester au code à 4 ou 6 chiffres, et donc le retour de Touch ID, c'est une des rumeurs sur les prochains iPhones. Comme je disais tout à l'heure, en général, Apple attend que les technologies soient matures pour les intégrer, ils font pas la course à la technologie. Enfin là, le capteur d'empreinte sous l'écran, ça fait maintenant 3 ans que c'est quand même largement utilisé, ça fonctionne bien, donc c'est vrai que ça pourrait être retenu, notamment pour la pandémie. Mais bon, après, ça sort en septembre, c'est commercialisé fin septembre. J'espère quand même que fin septembre, on aura peut-être le retour de Face ID sans masque. On peut l'espérer, mais c'est vrai que c'est clairement une des pistes. Et de toute façon, garder un smartphone avec Touch ID, pour Apple, c'est important. Bien sûr. Pour le moment, ils le gardent avec l'iPhone SE parce que le form factor de l'iPhone 7, de l'iPhone 8, pour des personnes, je pense notamment aux personnes âgées, c'est un marché monumental. Et donc, je ne pense pas du tout qu'Apple dise adieu, en tout cas, à ce capteur d'empreinte digitale. On suivra ça de près, bien évidemment. Tiens, puisqu'on est dans l'actu Apple qui, lors d'une prochaine mise à jour aussi, ne nous imposera plus la voix de Siri. Oui. On pourra choisir dès le départ, en fait, dès la configuration de son iPhone, si on veut un Siri femme ou un Siri homme. Oui, là encore, on parle beaucoup d'iOS 14.5 parce que c'est la grosse mise à jour où il y aura tout ça et il y aura notamment, ça a été vu là il y a quelques heures par des utilisateurs qui sont donc en version bêta. La mise à jour, elle sera déployée pour le grand public dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date, mais sûrement peut-être fin avril ou en mai. Et oui, il y aura plus de voix par défaut de Siri femme. Alors, en France, c'est pas le cas. En France, on a un homme par défaut. On a une voix d'homme par défaut, mais aux États-Unis, c'est une voix de femme. Et forcément, il y a une question qui se pose régulièrement, c'est est-ce que les assistants vocaux sont sexistes, c'est-à-dire est-ce qu'on a cette image entre guillemets un peu sexiste de l'assistant qui serait une assistante. On le voit par exemple avec Amazon qui a peut-être fait une erreur dès le début en nommant son assistant Alexa avec un prénom qui est quand même plutôt féminin, alors que pour Google Assistant, il n'y a pas le problème. Et puis Siri, c'est pas tellement genré comme nom, mais donc Apple a décidé de changer ça. Et donc on choisira en fait. Et donc il y aura plus de voix par défaut. D'accord. Ce sera tout simplement soit un homme, soit une femme. On le configurera, mais ça arrivera probablement aussi en France. C'est simplement que ce sera plus un homme par défaut. Oui. Mais c'est quand même un mouvement qui est revendiqué par Apple. Ils ont dit c'est pour de la diversité, donc c'est assumé, c'est de dire on ne veut plus lier ça à une voix féminine. Et puis ça permettra à tous ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une voix masculine et féminine à Siri de pouvoir choisir. Et ça tout permettra de changer. Aussi. Et puis d'ailleurs, il y a aussi, alors c'est pas encore pour la France, mais aux États-Unis, il y a aussi en Italie, il me semble, la nouvelle version des voix de Siri qui sont beaucoup plus naturelles avec les réseaux neuronaux, etc. Et qui permettent d'avoir une fluidité. Et franchement, pour avoir écouté quand on écoute les deux, on peut le voir. Il y a plein de vidéos. C'est impressionnant. C'est beaucoup plus naturel et je suis pressé que ça arrive en France. Exactement. Tiens, on reste du côté des géants de l'Internet américains, Facebook, Twitter, Google, qui vont se faire, à mon avis, un peu taper sur les doigts au Congrès US. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont un peu sous pression. Hein. Ils ont été tous auditionnés. Alors quand je dis tous, c'est Google, c'est évidemment Facebook. Donc il y avait Mark Zuckerberg, Jack Dorsey. Tous Twitter aussi, bien sûr. Qui était dans sa cuisine apparemment, parce qu'il avait un fond, je ne sais pas trop où il était. Qui sont fait auditionner donc par le Congrès. Alors là, on voit des images un peu old school parce que c'était en présentiel, comme on dit, mais évidemment, c'était en virtuel. Sur le problème de la modération en ligne, j'ai l'impression de vivre un peu un jour sans fin. On a l'impression que le problème se pose et se repose. Mais là, clairement, le contexte fait qu'il y a eu le Capitole le 6 janvier, il y a eu le bannissement de Donald Trump. La question, deux questions principales, mais qui vont revenir d'ailleurs aussi en Europe, puisqu'il y a le Digital Services Act qui va arriver. C'est les moyens de modération qui vont être mis à disposition par les réseaux sociaux et la transparence sur ces moyens de modération. Ce qu'on reproche très rapidement à tous ces réseaux sociaux, c'est de laisser comme ça des flots de désinformation, le complotisme, la haine, etc. Et c'est pour ça que le Congrès US est en train de leur dire attendez les gars, trouvez une solution. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'ils disent on ne sait pas le faire. Voilà. Mais le problème c'est qu'ils disent nous on a des super algorithmes, ça détecte 98% des publications. Mais le problème c'est que ça marche pas. En tout cas ça marche pas assez bien. Le problème c'est que 2% sur Facebook ça reste des millions. Voilà. et que c'est ces 2% qui vont être partagés. Et donc le problème c'est que ça ne fonctionne pas et on l'a vu pendant l'élection présidentielle, on le voit depuis le début de la pandémie. Et puis toujours aussi ce curseur, c'est que si on va trop loin,
c'est de la censure. Exactement. C'est ça. Mais À quel moment on peut se dire, bah tiens, cette information, elle est complotiste? À quel moment c'est haineux? Ça peut être du second degré, ça peut Mais être de en fait, l'humour, ça peut être aussi sorti d'un contexte où, en fait, c'était un message anodin. Enfin, voilà, il y a Mais tout ça. le fond du problème, et donc l'autre sujet, c'est évidemment la responsabilité en tant qu'hébergeur. Est-ce qu'ils vont devenir plus responsables que de simples hébergeurs? Le problème se pose avec la fameuse section 230 aux États-Unis, mais ça se pose aussi en Europe. Mais oui, clairement, la modération. Mais en fait, la question de fond, c'est combien vous voulez investir en milliards? Parce que là, ça va se compter en milliards. Parce que eux, évidemment, ils disent, nous, on y arrive avec des algorithmes. Ils n'y arrivent pas avec des algorithmes. Il faut des humains. Il faut des humains, sauf que le problème, c'est que l'humain, ça coûte beaucoup plus cher que Ça coûte l'algorithme. beaucoup plus cher que les algorithmes. Et évidemment. Et puis ça mange, ça boit, ça dort. Exactement. Et puis surtout, il y a une autre aussi question, c'est que le jour où ils réussiront parfaitement dans un monde parfait leur modération, est-ce que quelque part, ça va pas faire fuir des gens qui sont aussi là pour alimenter tout ça? Et est-ce qu'ils vont pas perdre de l'argent en investissant de la modération et dans des modérateurs humains, mais tout simplement aussi en ayant moins d'engagement, parce que malheureusement, on voit que les fake news permettent un engagement beaucoup plus fort, donc beaucoup plus de vues, donc beaucoup plus de pubs. Voilà. Donc en fait, ils vont perdre sur les deux tableaux. Ça va leur coûter plus cher, ils vont perdre de l'argent. Et ils vont perdre de l'argent. Donc ils vont perdre sur les deux tableaux. Oui, mais d'un côté, ils n'ont pas le choix, parce qu'autrement, ils risquent de se faire démanteler. Tant qu'il n'y a pas de régulation, ils ont le choix. Voilà. Et toute la question, c'est est-ce qu'un jour, il faut qu'il n'ait plus le choix? Et on n'est quand même pas loin. On n'est pas loin, effectivement, de la régulation beaucoup plus forte aux États-Unis. Mais comme je disais, ça va arriver aussi en Europe très rapidement. Le cas emblématique, c'est le cas Trump, bien sûr, qui est maintenant banni de tous ses réseaux. Impossible de le retrouver sur YouTube, etc. Enfin voilà, il est plus sur Twitter, Facebook, qui a décidé de créer son propre réseau social. Oui, c'est ça alors on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Non. Techniquement, je suis curieux de voir ce que ça peut... Très, très impatient on de va voir pas ça. arriver à une espèce de blog, mais en tout cas, il peut avoir la puissance, en tout cas, la puissance populaire pour créer un réseau social. Oui, mais le problème, c'est qu'on parle des bulles de filtre, c'est-à-dire se faire enfermer sur un réseau social. Mais là, c'est-à-dire qu'on arrive dans un système encore pire, où chacun sera sur son réseau social. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement, là les algorithmes font qu'ils nous proposent des choses qui nous plaisent sur les réseaux sociaux, mais là, on n'aura quasiment plus de communication. Et avoir un réseau social par courant de pensée, ça va commencer à devenir quand même assez dangereux, je pense. Parce encore que là, plus dangereux. Oui, parce qu'il n'y aura plus de modération. Disons qu'on aura l'impression que ce qu'on pense est absolument parfait, puisque tout le monde l'approuvera. Et si quelqu'un ne pense pas comme nous, on dit cette personne est mauvaise, et ça va évidemment créer encore plus de tensions. Ça sera le mot de la fin. Raphaël, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et encore merci pour toutes tes analyses pertinentes. Journaliste à BFM Tech, Raphaël Grabi, bien sûr. Et vous restez avec nous dans un instant. On s'intéresse au marché de la télé avec un acteur majeur, un Samsung, et Alexis Rollin, le porte-parole de Samsung France, qui va nous faire un petit point sur toutes les nouveautés et puis sur les tendances en matière de télé en ce printemps 2021. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.